Bonjour à tous, bienvenue. Je me présente Sophie Henrion. J'ai le plaisir d'animer cette conférence live event autour du thème de l'innovation. Le but est de voir ensemble comment nous pouvons transformer les contraintes en nouvelles opportunités. Alors j'ai le plaisir, au nom de SDWorks, ProTime, Xerius et le tout nouvellement nommé Livestream for Bees, de vous souhaiter évidemment la bienvenue et de vous remercier pour votre présence. Vous êtes 183 inscrits, ce qui est vraiment un succès pour nous. Et ça nous comble davantage parce qu'on a vraiment mis tout notre cœur à réaliser un événement innovant et qui réponde à vos attentes en matière de contenu et d'interaction parce qu'on sait que c'est important à vos yeux. Alors en ma qualité d'animatrice, j'ai eu le plaisir de parler innovation en amont avec les intervenants, de me renseigner sur le sujet. Et je ne pense pas prendre un risque énorme en formulant l'hypothèse qui sera un fil rouge pour nous, de dire que l'innovation nous unit dans la difficulté, dans la crise que nous connaissons. C'est un peu un pied de nez en fait à l'actualité négative et morose qui est la nôtre pour l'instant, là où on dit toujours qu'on est tous égaux dans les conséquences catastrophiques que nous allons connaître. Voyons peut-être le côté positif, le verre à moitié plein, et regardons en arrière les anciennes innovations qui ont eu lieu dans les décennies et siècles passés. Elles sont très souvent nées de crises, de guerres ou autres. Donc faisons le même aujourd'hui. Je ne vais pas faire de vous des Edison ou Pasteur, c'est pas le but, on n'a pas le temps en une heure. Mais par contre, voyons ensemble comment ces grands innovateurs ont fait pour trouver des idées que personne n'avait eues avant eux, pour avoir peut-être une attitude qui les met en mode innovation-création. Voyons comment fédérer les talents autour de l'innovation. Donc nous aurons un programme assez chargé. Je vais accueillir Fred Colantonio, business coach et conférencier, qui va nous parler de l'innovation qui est son cheval de bataille pour mener les entreprises au succès. Et ensuite, j'aurai le plaisir d'animer un débat avec différents intervenants. Nous aurons Madame Anne-Catherine Trinon, CEO d'Altavia Act. Nous aurons Virginie Bertrumé, directrice régionale SDWorks, Nous aurons Olivier Dufrane, qui est CEO d'AMB Ecostéril. Et nous aurons l'administrateur délégué de l'Union Wallonne des entreprises, Monsieur de Wassège. Je vais donc laisser la parole à Fred Colantonio pour sa conférence Innover à tous les coups, ou presque. Fred, je te laisse la parole. Si nous devions définir l'histoire de l'humanité et la résumer en une phrase, je proposerais qu'on utilise l'art de transformer les contraintes en opportunités. En effet, si vous regardez la manière dont l'individu s'est développé, qu'on regarde la domestication du feu, la modernisation des moyens de transport, ou encore les progrès, les perfectionnements de la médecine et des soins de santé, eh bien, je crois qu'on peut s'accorder que notre histoire en tant qu'espèce est celle d'un grand récit d'innovation. En fait, même les guerres, si on regarde, ce sont des récits d'innovation. Et donc aujourd'hui, la crise sanitaire à laquelle nous sommes confrontés, c'est aussi une manière pour nous, en tant qu'espèce, de nous développer, de faire des difficultés, des tremplins pour nous réinventer, un mot qu'on entend sur toutes les lèvres. Mon intention est simple, en 3 temps, c'est de vous montrer en effet que l'innovation est partout. On en parlait déjà beaucoup avant le Covid, on en parle évidemment encore plus aujourd'hui, la nécessité de se réinventer. Temps 2, on regardera ce que les psychologues appellent les grands invariants. Qu'est-ce qui revient tout le temps dans une démarche d'innovation et que j'ai pu constater au cours des 15 dernières années où j'accompagne des entreprises et où je conseille aussi des entrepreneurs et aussi les recherches que j'ai menées sur le sujet. Et alors dans un temps 3, pour conclure, je vous expliquerai, je partagerai des éléments clés sur les personnes à rassembler dès lors que nous voulons innover et susciter, raviver la flamme de l'innovation pour chacune d'entre nous. Parce qu'en effet, si on veut chercher à la comprendre, cette notion d'innovation, on doit d'abord s'accorder sur 3 choses. C'est que l'innovation, aujourd'hui, elle ne peut plus se faire de manière isolée. Le mythe de l'innovateur génial, touché par la grâce dans un coin, ça ne fonctionne plus. Les enjeux sont tellement colossaux, tellement rapides et à une échelle tellement phénoménale que nous devons innover ensemble. C'est la dernière partie de mon intervention. 2, ce sera donc que l'innovation, c'est systématiquement une idée concrétisée. Un génie dans un placard, il reste dans un placard. Si nous voulons qu'une innovation trouve son marché, ses utilisateurs, ses clients, nous devons impérativement avoir l'idée et la concrétiser. Ça, c'est la deuxième partie de mon intervention. Et le dernier élément qui caractérise l'innovation et qui en fait ma première partie, c'est qu'il y a beaucoup de mythes par rapport à ça. Les gens imaginent énormément de choses à propos de l'innovation et ma première intention, c'est
d'une certaine manière de la démystifier. Alors je vous ai déjà dit, elle est partout, je donnerai des exemples, et elle est aussi tout le temps. La seule difficulté, c'est quand l'innovation doit franchir la porte de l'entreprise. Dès lors qu'elle franchit la porte de l'entreprise, l'innovation devient complexe, difficile, tu comprends, c'est pas si évident de mettre ça en place. Bon, j'ai identifié 7 freins que vous connaissez inévitablement par rapport au sujet. 7 freins qui nous empêchent en tant qu'individus de nous exprimer et d'innover. Le premier est évident, c'est la résistance au changement. On a toujours fait comme ça. Vous le voyez même dans la crise sanitaire actuelle, certaines entreprises ont déjà réussi à se réinventer. On a vu des communautés de personnes qui se sont rassemblées pour créer des masques ou pour avoir des actions par rapport à leur quartier. On a vu aussi le secteur hospitalier qui rapidement s'est adapté. Et pourtant, quand on arrive en business as usual, on a toujours fait comme ça. Il reste des entreprises, il reste des individus, il reste des situations pour lesquelles non, le changement est vécu comme une difficulté, est vécu comme une contrainte. Vous allez voir qu'on doit contrecarrer cette manière de penser. Premier frein à l'innovation, on a toujours fait comme ça. 2, innover, ça coûte cher. C'est toujours ce qu'on entend. Alors, ce n'est pas faux, c'est juste que ça arrive au mauvais endroit. En premier lieu, pour innover, vous le verrez dans la deuxième partie de mon intervention, on va devoir contrecarrer nos propres freins intellectuels. Et donc, dire que ça coûte cher, c'est peut-être vrai, c'est juste pas utilisé au bon endroit. Une idée n'a pas de valeur en soi et on n'a pas besoin de beaucoup de moyens pour pouvoir en trouver et voir comment on peut les exploiter. 3, innover n'est pas dans notre ADN. Alors ça, c'est une de mes préférées, je l'entends tout le temps. Vous discutez avec un cabinet d'avocats et vous dites « Ah ben nous, innover, c'est pas notre truc, hein, on est avocats, on n'est pas des créatifs ». Vous discutez avec des comptables, ils vont vous dire « Nous, on met des chiffres dans des colonnes », entendu de manière partage d'expérience ici. Hein, c'est pas moi qui postule, je l'ai eu dans des entreprises avec lesquelles j'ai travaillé et des bureaux comptables vous disent « Ah oui, mais nous, on est là pour appliquer des chiffres, mettre des règles et puis c'est tout ». Alors c'est extra parce que donnez-leur une nouvelle réglementation pénale ou fiscale et vous allez voir très très vite que certains d'entre eux vont très rapidement réussir à jouer avec les bords et à arranger un tout petit peu la manière d'interpréter ces fameuses règles pour pouvoir être justement innovants pour leurs clients. 4, innover c'est forcément technologique. Ça, c'est peut-être le frein le plus large. Certains d'entre vous s'imaginent peut-être que innover, c'est nécessairement réservé à un secteur lié à l'e-commerce, aux nouvelles technologies, à la mobilité électrique, etc., etc. Pas du tout. Nous pouvons aujourd'hui innover, et la crise sanitaire nous le montre, nous avons besoin de repenser un modèle de fonctionnement de manière beaucoup plus générale. Donc, la technologie est un moyen, ce n'est pas une fin. Vous pouvez innover dans votre relation aux autres, dans la relation client, dans la relation avec vos collaborateurs. Il y a 1001 manières d'envisager l'innovation. Si vous avez ce frein, l'innovation est technologique, il va falloir le contourner. 5, innover, c'est forcément avoir la grande idée. Je suis convaincu que c'est probablement l'élément qui freine la plupart d'entre nous dans l'expression de leur idée et dans l'intention de la concrétiser. Pourquoi? Parce qu'on imagine toujours que l'innovation, c'est nécessairement avec un grand I. C'est le prochain Tesla, c'est le prochain Facebook, c'est l'iPhone killer, c'est le nouveau produit dont personne ne pourra se passer. Pas du tout. Je voulais vous montrer, nous sommes face caméra, je vais jouer au magicien. Hop, je voulais vous montrer ceci. Est-ce qu'on le voit bien à la caméra? Est-ce que je dois zoomer d'un côté? Voilà. Est-ce que vous voyez ceci? Un bocal de cornichons. Il n'y a peut-être rien de plus con qu'un bocal de cornichons. Sauf qu'un jour, vous avez quelqu'un qui a décidé qu'il était insupportable d'avoir les doigts qui sentent la sauce aigre-doux. Et donc, nous avions quelque chose qui existait déjà avant, un égouttoir. Vous aviez un bocal de cornichons qui existait déjà avant. Mais vous avez un jour quelqu'un qui a décidé d'unir ces deux mondes. Voyez-vous? Ça, c'est de l'innovation, et ce n'est pas de l'innovation avec un grand I, peut-être pas. Mais en tout cas, ce sont des façons d'innover. Vous en voulez un deuxième, tant que je suis en mode magicien? Ça permet de capter l'attention de celles et ceux qui étaient déjà à détourner leur écran pour faire du mail ou autre chose. Nous avons utilisé toutes et tous ceci, étant petit, la perforatrice. Et peut-être que vous vous souvenez comme moi avoir dû plier une feuille en deux pour essayer de viser le centre, à peu près, parce qu'il y avait un petit triangle quelque part qui nous indiquait à peu près, clac, où nous allions devoir faire strike. Et puis, soudainement, nous avons vu apparaître la magie de la réglette. La réglette existait déjà. La perforatrice existait déjà. Mais à un moment, vous avez quelqu'un qui a décidé
de mélanger les deux. Alors je vais voir ici si ça marche, est-ce qu'il y a quelqu'un pour me la rattraper? Oui. Vous ne les voyez pas, ils sont en backstage, mais moi j'essaye toujours. On va essayer de viser juste. Hein. Si vous entendez un gros bruit, c'est rattrapé. Vous ne l'avez pas vu, mais c'est rattrapé. Elles s'y sont mises à deux. Magnifique. Innover, croire qu'il nous faut donc avoir la grande idée, c'est un piège. Je dois être au 6e, si on se suit bien, je dois être au 6e. Ça, c'est le truc qui va nous empêcher à tous les coups d'innover, c'est de se dire que si c'était une vraie bonne idée, vous pouvez terminer chez vous, si c'était une vraie bonne idée, qu'est-ce qu'ils disent en régie? Si c'était une vraie bonne idée, alors, personne n'a d'idée? Vous ne les voyez pas, hein, ils sont tous derrière leur masque, donc ceux-là je ne les vois pas, mais il y en a qui n'ont pas le masque. Alors, si c'était une vraie bonne idée, vous chez vous, vous l'avez, j'en suis convaincu. Si c'était une vraie bonne idée, d'autres l'auraient déjà faite. Et donc nous nous empêchons nous-mêmes de tester de nouvelles idées parce que nous postulons de facto que d'autres les auraient déjà mises en place. 7e et dernier frein qui peut empêcher l'innovation, c'est tout ce qui va consister à dire que ça ne marchera pas parce que les autres s'y prendraient mieux, que nous ne sommes pas bons, que ça ratera de toute manière ou que ça va être difficile. Donc toute la catégorie fourre-tout des excuses. Or l'innovation, je vous l'ai dit, rapport au temps et à l'espace, souvenez-vous, si vous avez les slides qui sont affichés, vous avez ce magnifique souvenir. Je ne parle pas de la coupe mulet, évidemment. Je vous parle de radiocassette que vous avez certainement eu. En l'espace de 30 à 40 ans, l'innovation dans le secteur musical, ça a fusé. La radiocassette est devenue Walkman, le Walkman est devenu Discman, le Discman est devenu iPod. Et aujourd'hui, la question n'est même plus matérielle, elle est logicielle. Vous utilisez Spotify, Deezer, Apple Music, YouTube Music, peu importe. Ça, c'est ce qui nous amène à aujourd'hui. Qu'est-ce qui va se passer demain? Moi, ma courte intervention du jour n'est pas sur de la futurologie, ça c'est pas mon métier malheureusement. Par contre, si vous regardez de nouveau dans les moyens de transport, d'où est-ce qu'on vient? On vient du hoverboard, Retour à le futur, 1989. Le hoverboard, vous vous souvenez, cette espèce de skateboard qui n'avait pas de roue là, et qui flottait sur l'air? Eh bien, cette idée a donné envie à des gens de la réaliser. En 2015, vous avez peut-être les slides à l'écran, moi je n'ai pas le retour, donc Daniel vous projette peut-être les slides, il me confirme que c'est le cas. Vous voyez le prototype Endo qui a été développé par une start-up qui s'appelle ArcSpax. Et ce prototype Endo, qui coûte beaucoup trop cher pour être commercialisé grand public, nous ont dit à l'heure actuelle leurs créateurs, eh bien ce modèle est une espèce de patin sur aéroglisseur qui flotte un peu. Donc peut-être que dans quelques années, nous nous déplacerons avec un hoverboard, ce serait génial pour réaliser nos rêves d'enfants. Vous avez aussi la course à la vitesse. Si vous voyez l'Hyperloop à l'écran, c'est le train à grande vitesse sur lequel bossent des gens comme Elon Musk ou Richard Branson. Et ces moyens de locomotion ne sont pas du tout futuristes au sens où ce serait dans 15 ans, dans 20 ans, dans 50 ans, ou de la fiction. On est très clairement là, aujourd'hui, dans ce qui va pouvoir arriver à court, moyen terme. Donc l'innovation, c'est toujours rapport au temps et à l'espace. C'est ce que je voulais montrer dans cette première partie d'intervention. Deuxième point, je voulais vous partager les ingrédients qui reviennent tout le temps dans une logique d'innovation. Le plus grand piège dans lequel vous puissiez tomber, c'est de croire que pour innover, il faut suivre un processus très linéaire qui passe d'un point A jusqu'à la lettre Z en passant par toutes les lettres intermédiaires de l'alphabet. Ça ne marche pas comme ça, c'est plutôt une question de valse parce qu'il vous faut les ingrédients, il vous faut les 3 fameux temps que je vais vous expliquer, mais ils peuvent venir peut-être dans des ordres tout petit peu différents. Premier temps, la transgression. Je vous l'ai expliqué, si nous voulons innover, la première chose que nous devons faire, c'est de décaler notre posture, notre point de vue, notre façon de penser pour pouvoir identifier de nouvelles opportunités, de nouveaux champs, de nouvelles perspectives, de nouvelles idées à tester. Souvenez-vous du cercle des poètes disparus, quand Robin Williams, professeur Keating, saute sur son bureau et incite ses étudiants à regarder les choses sous un angle différent. C'est exactement ça. Peut-être que pour certaines d'entre vous, ça consisterait à dire bonjour quand vous retournerez au bureau dans un ordre différent, ou à vos différents collègues, mais dans un ordre différent, ou à répondre de façon innovante à la fameuse question « Comment ça va ?», à laquelle vous répondez par « Comme un lundi ». Exemple de transgression. Vous connaissez ce monsieur que vous voyez à l'écran, n'est-ce pas Daniel? Il est à l'écran, bien sûr, il fait ça parfaitement. Vous avez à l'écran Dick Fosbury, 1968, Jeux Olympiques du Mexique. C'est le premier à si haut niveau de compétition olympique à avoir testé le fameux backflip puisqu'il a sauté sur le dos. Jusque-là, tout le monde sautait sur le ventre. On appelait ça le rouleau ventral.
Dick Fosbury a transgressé. C'est peut-être même pas le premier, puisque Bruce Coindé sautait de la même manière, mais en tout cas, c'est celui qui a popularisé la démarche. Pourquoi est-ce que je vous explique ça? Parce que dans une phase de transgression, il faut nécessairement oser, et il ne faut surtout pas croire que ça va tomber tout cuit. Dick Fosbury s'est entraîné des jours et des jours pour maîtriser cette technique-là. Il n'est pas arrivé en finale des Jeux Olympiques en disant « Merde alors, j'ai la barre des 2,24 m qui me résiste, je vais sauter à l'envers, on verra ce que ça donne. » Pas du tout, il maîtrisait la technique avant de la tester sur cette épreuve. Ce qui est aussi riche d'enseignements sur cet exemple, c'est la tête du juge que vous voyez peut-être à l'écran ici. Je ne sais pas si ça s'affiche convenablement chez vous. Vous voyez la personne du jury est manifestement médusée, quoi. Elle est jaw dropping, comme disent les Américains. Hein. On a paf, il a la mâchoire qui lui tombe. Pourquoi? Parce que c'était du jamais vu. Il aura fallu 20 minutes pour attribuer la médaille d'or et le record du monde à Fosbury, tout simplement parce que les juges ont épluché le règlement pour essayer de comprendre si c'était possible et ce qui venait de se passer. Après 20 minutes, ils ont concédé à Fosbury la victoire en expliquant ceci. Le seul point de règlement auquel on peut se rattacher, c'est qu'il faut prendre appui sur un pied. Donc, rien n'interdit, ce n'était pas explicitement autorisé, mais rien n'interdisait de sauter de la manière dont Fosbury l'a fait. Innover, ça commence par transgresser. Transgresser, ça commence par faire quelque chose, avoir une idée, avoir une vision ou essayer un truc qui sort complètement des logiques habituelles de fonctionnement. C'est pour ça que vous avez un innovateur, qu'on aime ou qu'on n'aime pas Amazon. Jeff Bezos est un innovateur et c'est pour ça qu'il vous dit innover, nous devons accepter d'être incompris si nous voulons y arriver. C'est pour ça que vous avez cette citation à l'écran. Si nous voulons innover, nous devons accepter d'être incompris. C'est la phase de transgression. Temps 1, vous l'avez systématiquement dans une logique d'innovation. Et ça ne coûte pas cher. Là où ça se complique, c'est peut-être dans le temps 2. Parce que là, on arrive dans la phase de test. C'est là qu'on passe à l'épreuve des faits, si vous voulez. Et qu'une idée va chercher sa voie de concrétisation. De nouveau, je fais un petit lien avec Retour vers le futur. Si vous vous en souvenez, parking de la promenade des Deux Pins, 1h15 du matin. Les puristes pourront mettre en commentaire dans le chat si je me souviens bien du bon timing de ce rendez-vous entre Marty et le Doc Emmett Brown, où la machine, la DeLorean, va partir 1 minute en avant dans le futur pour revenir après avec à son bord le chien. Mettez en commentaire si vous vous souvenez du nom du chien, on verra comme ça ceux qui sont à la modération s'ils ont le nom massivement qui arrive d'un grand scientifique dont vous connaissez toutes et tous l'existence. Et c'était le nom du chien qui est devenu le premier à voyager dans le temps, en tout cas dans le film. Je vous montre cet exemple-là dans la phase de test pour 2 raisons. La première, c'est que Doc a expliqué que c'est le couronnement de toute sa carrière, que pour une fois, il a inventé un truc qui marche et que ça lui a pris énormément de temps à déployer. Dans l'inconscient collectif, on voit très souvent le résultat, on oublie le chemin. Les tests, c'est le chemin. La deuxième raison pour laquelle je vous le montre, c'est que ce n'est pas uniquement de la fiction. Alors le voyage dans le temps, je suis d'accord, on n'y est pas tout à fait. On n'y est pas encore. Peut-être que l'Hyperloop nous permettra de voyager à des vitesses que nous n'imaginons pas et qui nous en rapprocheront. Mais là où vous avez un parallèle avec la réalité, c'est que la DeLorean, c'est aussi le premier véhicule sans chauffeur, puisque ce n'est pas le chien qui l'a conduit. Doc avait une grosse manette téléguidée là, pour téléguider la voiture que vous avez vue dans le slide précédent. Ici, je vous montre une photo à San Francisco, 2019, septembre. C'est la Waymo, c'est un petit véhicule et vous le voyez, je suis à son bord, assis, il n'y a même pas de volant, parce que c'est un véhicule autoguidé. Donc à nouveau, la fiction peut nous inspirer sur des tests à faire et des choses que nous allons prototyper, comme on dit dans le jargon. J'insiste, prototyper, ça fonctionne pour des produits, ça fonctionne aussi pour des services, ça fonctionne pour de la presta, ça fonctionne pour de la relation client. Les tests arrivent de manière beaucoup moins, j'allais dire, structurée que ce qu'on veut bien nous faire croire dans tous les écosystèmes start-up. Souvent, les tests arrivent par les coïncidences, les incidences favorables, si vous voulez, la rencontre de perspectives complémentaires. Exemple, à l'écran, je vous affiche Gillis Lundgren. Vous connaissez vraisemblablement pas le monsieur et pourtant vous utilisez certains de ses produits. Ce monsieur est le designer industriel 4e engagé chez Ikea qui a dessiné notamment les fameuses bibliothèques Billy. Gillis Lundgren a eu l'idée du meuble en kit
bien involontairement. Si vous allez dans le musée Ikea, le visiter, vous tomberez sur le modèle de table qui s'appelle levette, que vous allez voir dans le slide juste après. Voilà. Une table à 3 pieds. Mettons-nous dans le contexte où tous les fabricants de meubles assemblaient en usine le mobilier et l'envoyaient à leurs clients. C'était la manière de faire. Un jour, Gillis Green se retrouve à devoir livrer une de ces tables à des clients de l'entreprise quand elle en est encore à ses débuts. Et évidemment, il essaye de mettre la grosse boîte empaquetée dans son coffre, ça ne rentre pas. Il peste et il dit cette phrase magique, pour eux surtout, pour nous après ça va être plus compliqué puisqu'on va passer nos week-ends à monter des meubles, mais pour Ikea, il sortira cette phrase magique. C'est tellement con de voir la place que ça prend juste ces 3 pieds, ce serait super si on pouvait les enlever. Gillis Green, le revoilà à l'écran, c'est lui l'auteur de cette phrase. S'il avait été tout seul, il aurait pesté, il serait démerdé, il aurait mis la table dans le coffre d'une certaine manière, ou il l'aurait mise ailleurs, peut-être pris une remorque, et il aurait livré la table. Ce jour-là, il n'était pas tout seul. Il était accompagné d'Ingvar Kamprad, le fondateur d'IKEA, qui lui, quelques jours plus tard, a appelé Gillis dans son bureau. Et il lui a dit « Gillis, tu as dit quelque chose par rapport à la table, est-ce que tu t'en souviens ?» À votre avis, mettez un peu dans le chat. O, si vous pensez que Gillis s'en est rappelé, et N, si vous pensez que Gillis ne s'en est pas souvenu. Et qu'il a dit à son patron, « Je ne me souviens pas du tout. Est-ce que j'ai dit une connerie, chef ?» C'était pas du tout ça. En réalité, Ingvar Kamprad lui a dit, c'était pas du tout une connerie ce que tu as dit. Tu as parlé d'enlever les pieds de la table. Est-ce qu'on pourrait tester une manière de concevoir des meubles où on les fournirait aux gens et ce serait eux qui devraient les monter? Réduction par 8 de l'espace de stockage, diminution des frais liés au transport et réduction dramatique de la casse liée à l'entreposage, au montage, au stockage. Et donc augmentation par 8 pour nous quand on doit monter nos meubles Ikea. Il n'empêche que leur succès commercial vient en grande partie de cette phase de test qui est née d'une idée, d'une transgression qui a été reprise par quelqu'un d'autre et qui a été déployée, déroulée par l'entreprise. Il y a des exemples comme ça dans tous les secteurs. Ce que je voudrais susciter chez vous, c'est le fait d'oser exprimer vos idées peut-être les plus folles, parce que je vous l'ai dit, c'est parfois quand on a l'air d'être con qu'on sort quelque chose qui est intéressant. Ce que je voulais vous montrer aussi, et qui nous amène au 3e temps de l'innovation, c'est la dernière phase. On peut avoir cette idée de créer des meubles en kit, qu'on va démonter et qu'on va laisser les gens monter eux-mêmes, si on ne diffuse pas cette information, si on ne diffuse pas le résultat de nos tests, on a réussi à créer cette fameuse table qui se monte et qui se démonte, si on ne la transmet pas, on ne peut pas parler d'innovation. Une bonne idée qui reste dans un tiroir, elle reste dans un tiroir. Vous pouvez parler de créativité, vous pouvez parler d'ingéniosité, tout ce que vous voulez, mais ce ne sera pas de l'innovation. L'innovation, nécessairement, elle doit trouver une communauté d'utilisateurs, de clients, d'acheteurs, peu importe comment vous les nommez. Parce que ça peut être gratuit, ça peut être payant. Pour illustrer cette 3e phase, j'ai choisi une image de film à nouveau, la voilà à l'écran. Certains d'entre vous s'en souviendront, les plus jeunes pas, mais c'est comme ça qu'on voit qu'on prend de l'âge aussi. Il s'agit de quel film? Je me retourne vers mes comparses. Ça a été dit tout de suite en coulisses, Le nom de la rose, évidemment, film de Jean-Jacques Hano. Pourquoi est-ce que je vous montre cette image-là? Dans le film, vous avez Sean Connery, l'impérial Sean Connery, qui enquête avec son novice Atzo, interprété par Christian Slater. Et dans cette scène, ils sortent de la bibliothèque, ils sont à la recherche des livres. Et Sean Connery, Guillaume de Baskerville, dit à son novice « Je me demande bien où sont les livres ». Et le novice répond de manière très intelligente « Connaissez-vous la réponse, maître? Que veux-tu dire ?» Il semble qu'à chaque fois que vous me posiez une question, vous ayez déjà la réponse. Savez-vous où sont les livres? Et là, la réponse de Sean Connery est magique. C'est normal, c'est James Bond. Évidemment que lui, il sait où sont les livres. Sa réponse est la suivante. Il dit non, je ne sais pas ou pas encore où sont les livres. Par contre, je gage sur ma foi que ce donjon doit contenir bien autre chose que de l'air. Qu'est-ce que ça nous enseigne par rapport à l'innovation? Tout simplement qu'une démarche innovante, elle repose non pas sur le fait de vouloir la porter tout seul ou toute seule et mettre les autres à notre service, elle suppose de les embarquer avec nous. Si on veut qu'une innovation fonctionne, s'il veut, Guillaume de Baskerville, que son novice devienne à son tour un maître, il doit pouvoir faire le raisonnement par lui-même. C'est la même recherche, c'est la même quête dans laquelle nous sommes embarqués dès lors que nous voulons
innover. Et pour transmettre l'innovation, pour transmettre cette culture, cette étincelle, il nous faut des coéquipiers. Je vous l'ai dit en intro, nous ne pouvons plus espérer innover de la même manière que nous le faisions il y a des années. On a besoin de mobiliser différents cerveaux. C'est au carrefour des cerveaux que nous avons les idées. Il y a plus dans plusieurs têtes que dans une, c'est le sens de cette expression. Je voudrais vous présenter, en dernière partie de mon intervention, et un peu en résumé synthèse, les 4 profils dont nous avons systématiquement besoin, que nous devons rassembler autour de la table pour innover. Une petite précaution, si vous travaillez seul, vous êtes derrière votre écran, vous dites ok, c'est pas pour moi je suis freelance, je travaille tout seul dans mon activité, où on est 2, merde il nous manque 2 personnes, puisqu'on doit être 4, pas du tout, vous pouvez avoir ça dans votre réseau relationnel, ça peut être un proche, ça peut être quelqu'un de votre famille, ça peut être un mentor, ça peut être un client, ça peut être un partenaire, un fournisseur. Tant que vous avez une complémentarité des profils, vous augmentez les chances de pouvoir innover. Premier profil, l'évidence même dès lors qu'on parle d'innovation. Phoebe Buffay, l'excité du bocal, l'enthousiaste, la personne dont la principale force, c'est de générer des idées au kilomètre. Ces personnes-là sont forcément, évidemment précieuses lorsqu'on veut innover. 2 choses à dire par rapport à elles. En entreprise, je les ai souvent trouvées ostracisées. Donc on les a plus ou moins mis de côté. On ne les invite plus trop aux réunions. On dit Monique et Marcel, plus la peine de venir. Pourquoi? Parce que vous arrivez toujours avec des idées, on ne sait pas quoi faire avec. Donc, gagnons du temps, restez chez vous. Vous voyez, et après, c'est parfois ces mêmes entreprises qui m'appellent en disant Fred, il faut nous aider à secouer un peu le truc, là, à remuer la poussière, à faire bouger les lignes parce qu'on doit se réinventer. Moi, j'essaye toujours de retrouver d'abord où sont perdus Monique et Marcel. Deuxième chose à dire par rapport à ce profil, ils sont parfois involontairement mal utilisés en entreprise. C'est-à-dire que, peut-être après l'écoute de cette conférence, vous allez vous dire, ok, moi j'ai identifié mon Monique ou ma Marcel, donc je vais faire ma Monique ou mon Marcel, on va le dire dans le bon sens. Et vous allez vous dire, ok, je vais les rappeler à la réunion, revenez, sortez du placard, très bien. Là où vous pourriez commettre une erreur, c'est que la personne va sortir une bonne idée, supposons, vous n'y comprenez rien, mais vous dites, ça doit être une bonne idée, j'ai rien compris, comme d'habitude quand c'est eux qui la sortent. Et vous allez les mettre dans un mauvais rôle. C'est-à-dire que vous allez leur demander quelque chose pour lesquels ils ne sont pas très bien équipés. En clair, vous allez répondre de cette manière. Extra Monique, ça a l'air chouette ton idée. Est-ce que pour la prochaine réunion, tu pourrais nous préparer, et là c'est parti, ça déraille quoi, un PowerPoint, une dizaine de slides, pas de problème, dans lequel tu pourrais lister les grands éléments de phase du projet, le déploiement, peut-être le budget dont tu as besoin, et les ressources en termes d'équipe. Peut-être même quelques KPI déjà. Vous voyez l'histoire? Monique ou Marcel, à ce moment-là, ils vont même regretter d'avoir eu l'idée. Si vous voulez que ça marche, vous devez permettre au créatif de s'exprimer et le laisser dans son rôle créatif. Ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit, il ne faut pas en faire des divas. Le ou la créative de service dans votre entourage a j'allais presque dire l'obligation de soigner son idée. Il ne suffit pas de déposer un truc en disant hey, « je vous ai dit, maintenant vous vous démerdez ». Non, 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 il doit pouvoir raffiner son idée, il doit pouvoir partager sa vision là, de la manière qui soit la plus limpide possible pour que les autres puissent intervenir. Mais gaffe à la fragilité des créatifs, on en a besoin et il faut les laisser dans leur rôle. Deuxième figure que vous connaissez aussi, boum, là voilà, l'aventurière par excellence. Katniss Evergreen dans Hunger Games, Indiana Jones, si vous voulez une référence un tout petit peu plus ancienne. L'aventurier, c'est le rôle qui va consister à attraper une idée au vol. C'est le Ingvar Kamprad de tout à l'heure, qui n'est pas à l'origine de l'idée, c'était Gillis qui l'avait eu. Mais Kamprad entend l'idée et il se dit, là il faut faire quelque chose. L'aventurier, généralement, c'est le rôle du manager ou de l'entrepreneur. Celui qui va orienter la tête chercheuse, qui va permettre de mobiliser des ressources en temps, en personnel, en finances parfois, et qui va jouer le lien intérieur-extérieur. L'aventurier, c'est souvent lui qui est au front, devant les caméras, devant les investisseurs, devant les premiers clients pour tester et voir si ça fonctionne. Ça, c'est le deuxième rôle dont vous avez besoin. Donc, pas de problème. Si vous vous sentez pas légitime parce que vous n'avez pas les idées, c'est pas grave. Laissez la paternité ou la maternité de l'idée à Monique ou à Marcel, mais veillez à être cette personne qui peut dire « j'ai compris, on a un truc intéressant, j'aimerais bien qu'on le teste et on va regarder comment on peut y arriver ensemble ». Troisième profil, le retour de la coupe mulet.
pouvais pas, pour Chauve, manquer l'occasion de faire ce clin d'œil. MacGyver. Il vous faut l'ingénieur de service. Il faut quelqu'un dont la principale faculté, la force majeure, réside dans la capacité à assembler les tuyaux. Si vous n'avez pas cet élément-là, qui peut être extérieur à votre entreprise, hein, mais si vous n'avez pas quelqu'un qui va pouvoir à un moment prototyper, vérifier que ça peut fonctionner, alors là c'est plutôt mal parti. Donc il vous faut une ressource technique, les personnes qui vont pouvoir retourner les problèmes aussi, en disant voilà, comme ça j'y arrive pas, ça ne marche pas, il nous faut plus de temps, il faut essayer autrement, parce que c'est avec eux qu'on arrive à concrétiser. Le profil technique que je viens de vous présenter, c'est Gillis Landgren. Gillis Landgren, beaucoup de gens croient que c'est le créatif de service, pas du tout, lui il a la compétence technique, alors il se trouve que pour le coup il a émis une idée qui était intéressante, mais ce qu'il a surtout fait, c'est travailler sur ce démontage de la table. Dernier profil, ça pourrait être qui? Je vous le donne en mille. Systématiquement, oui, vous avez Louis de Funès, le grognon. Quand je parle en conférence et que j'ai des personnes devant moi et que je pose cette question, il faudrait que je reparle au passé pour le moment en tout cas, quand je posais cette question en conférence, de dire il manque un profil, ce serait qui? Eh bien, systématiquement, il y avait le financier, le râleur, celui qui ne veut pas, celui qui traîne des pieds et qui rouspète. Oui, c'est le sceptique. Et retenez bien ceci, c'est le sceptique, je n'ai pas dit le cynique. Le sceptique, c'est celui ou celle qui va attraper l'innovation par l'angle du questionnement. Donc pour valider le projet, si vous voulez, il a besoin de vérifier d'abord qu'il peut monter dans le train. Et donc, lui va poser toutes les questions en mode avocat du diable. Le pire que vous puissiez faire, c'est le considérer comme un cynique. Le cynique, lui, il ne veut pas que ça bouge. Le sceptique, le cynique n'a pas une finalité constructive. Au final, il veut rester tel quel, même s'il dit que le tel quel ne fonctionne pas. Mais vous lui proposez tout ce que vous voulez, il va vouloir revenir où il était. Par contre, le sceptique, il a une volonté constructive. Et j'en croise beaucoup en entreprise. Des gens qui me disent, mais moi, en fait, ce n'est pas nécessairement que je suis pour ou contre, j'en sais encore rien. Donc, je ne suis pas ni pour ni contre, bien au contraire, comme disait Coluche. Le sceptique, il dit juste, je ne suis pas encore en mesure de décider. Et donc, il pose toute une série de questions pour après pouvoir se dire, ok, je veux bien, j'embraye. Mais imaginez l'excité du bocal qui vient avec l'idée qui va révolutionner le monde. Vous avez quelqu'un qui lui dit « Ouais, mais attends, quoi, comment, combien ?» C'est tout de suite perçu comme étant un coup de canif dans la motivation. Si vous êtes le sceptique ou la sceptique de la bande, veillez absolument à pouvoir toujours témoigner du fait que votre intention est constructive. Aujourd'hui, face à la crise, c'est mon mot de conclusion, nous avons plus que jamais besoin d'unir nos forces pour pouvoir innover ensemble et relever tous les défis qui nous attendent. Que vous soyez créatif, aventurier, ingénieux ou sceptique, on a besoin de vous à bord. Les seuls dont on n'a pas besoin, c'est les cyniques, parce que sinon, là, ça risque de tourner mal. Mais je crois de nouveau que si on regarde à l'échelle de l'histoire de l'humanité, c'est un constat assez universel, les cyniques, ils font partie de l'équation, mais ce n'est pas avec eux qu'on avance. Mon mot de conclusion tiendra en une phrase que je vous montre à l'écran en même temps pour qu'on se comprenne bien. C'est ce qu'on appelle l'envol, c'est-à-dire que je vous donne peut-être une idée supplémentaire à tester. Quand on parle d'innovation, l'évidence, c'est de la définir comme faire quelque chose de différent sur un terrain de jeu existant. Moi, je voudrais soumettre à votre idée le fait que innover, c'est aussi parfois faire quelque chose d'existant, que vous faites déjà bien, mais dans un terrain de jeu et un champ d'expression qui est différent. Je vous remercie. Merci Fred Colantonio pour cette intervention riche d'inspiration et de conseils pratiques. Merci, bonjour à tous. Donc, bienvenue dans ce débat autour de l'innovation. Alors, j'aimerais commencer par Monsieur de Wassège, qui est à côté de moi. Je saisis l'occasion. Je voudrais partir sur un constat assez positif. J'ai lu dans un rapport sur l'innovation dans les différentes régions européennes que la Wallonie n'était pas trop mal classée. Elle était même qualifiée de Strong Innovator. Mais en comparaison avec Bruxelles, elle se trouve un petit peu derrière. Donc je me demandais qu'est-ce qu'il nous manque en Wallonie pour franchir le cap et devenir un leader d'innovation comme l'est Bruxelles. Alors évidemment, vous avez raison, on est considéré comme un Strong Innovator en Wallonie. Je serais un peu plus mesuré, je dirais, sur la comparaison avec Bruxelles, parce qu'elle est un peu faussée dans les chiffres, parce qu'en fait, la R&D est toujours affectée au siège social de l'entreprise.
et beaucoup d'entreprises qui ont des sièges d'exploitation et des centres de recherche en Wallonie, c'est comptabilisé sur Bruxelles. Voilà, donc on n'est pas du tout à la traîne par rapport à Bruxelles. En fait, si on est des strong innovators, c'est parce qu'on a un écosystème qui est correct. Je dirais, on a beaucoup de pièces du puzzle, on a beaucoup d'investissements, principalement privés, pas encore assez d'investissements de soutien public, on y reviendra dans les mesures, et on a des innovateurs. Comme Fred l'a dit, on a aussi ces gens, ces créatifs, etc. Donc, globalement, on a le potentiel. Ce qui fait qu'aujourd'hui, ça c'est vous avez parlé tout à l'heure du verre à moitié vide ou à moitié plein, ce qui fait que ça ne va pas aussi bien qu'on le voudrait, c'est que malheureusement, on a toutes les pièces du puzzle, on a même parfois trop, mais ne sont pas bien assemblées. Aujourd'hui, on a un manque de coordination, on a trop de structures, on a des structures qui sont parfois concurrentes entre elles, et qui est un effet, hélas un peu connu en Wallonie, du saupoudrage. Et donc, je dirais, on n'a pas encore vraiment la perfection dans l'écosystème, et ça manque de structuration, ça manque certainement d'ambition, de rationalisation, etc. Un autre problème que l'on a, c'est que si on a les créatifs de départ dont on a parlé, il nous manque encore des compétences pour la partie production et industrialisation. Et là, j'y reviendrai aussi dans les solutions. D'accord, très bien, merci. C'est une vision beaucoup plus réaliste et optimiste, effectivement. Et justement, par rapport à ça, je pense que l'Union Wallonne des entreprises a un rôle à jouer. On a une audience assez importante aujourd'hui. Peut-être que tout le monde ne connaît pas tous les services, toutes les choses mises en place par l'UE pour les aider à innover ou à acquérir l'innovation. Est-ce que vous pourriez nous en dire plus ? Oui, donc en fait, l'Union Wallonne des entreprises représente les 70 000 ou les 80 000 entreprises qu'on a en Wallonie. Donc on les défend toutes, mais on les aide aussi à avoir des meilleures pratiques dans différents secteurs, que ce soit l'innovation managériale, que ce soit l'environnement, la mobilité et bien sûr l'innovation. On a un groupe de travail innovation, etc. Mais on a aussi un rôle officiel au niveau de l'Union Wallonne des entreprises. Nous sommes le National Contact Point pour les projets européens, donc Horizon 2020 et bientôt Horizon Europe, etc. Donc nous avons une équipe de 7 personnes qui est dédicacée à ça et qui joue ce rôle de mettre des entreprises ensemble, avec des universités, des partenaires étrangers. Et un point extrêmement important, c'est qu'on en a besoin pour les PME. Un des problèmes qu'on a aujourd'hui en Wallonie, vous savez qu'on est un tissu de PME. On a seulement 350 grandes entreprises de plus de 200 personnes, donc ça veut dire 0,4% de nos entreprises. Et les PME ne vont pas encore assez vers l'innovation. Et donc, un des rôles du National Contact Point que nous gérons, c'est vraiment d'aider, de stimuler les PME à aller vers l'innovation, de les mettre ensemble, de les accompagner dans leurs projets. Je pense donc que l'appel est lancé au public qui nous regarde à travers leur écran de faire appel à l'UE et aux autres services qui peuvent les aider. Merci, Monsieur de Wassage. Alors, avant de passer la parole à un autre intervenant, j'aimerais poser une nouvelle question. Donc, je ne vais toujours pas commenter en direct. Le but, c'est de laisser le suspense jusqu'à la fin du débat. Je voudrais vous demander si, à vos yeux, l'innovation passe d'office par l'innovation technologique. Est-ce que l'innovation, c'est toujours de l'innovation technologique ? C'est simplement une réponse qui est un oui ou un non. On verra à la fin du débat ce qu'il en est. Je me tourne maintenant vers vous, Madame Trignon. Bonjour. Bonjour. Vous avez, avec Altavia Act, un bel exemple d'innovation en réponse à une crise ou à un événement, en tout cas, qui fait qu'on doit réagir et qu'on doit innover. C'est le choix que vous avez fait. Est-ce que vous pourriez nous en dire plus, ainsi qu'au public qui nous regarde ? Oui, bien entendu. En fait, nous, on travaille en mode tribu au niveau de l'agence. Donc, comme Fred l'a expliqué, c'est mettre plusieurs profils différents ensemble. Et en fait, ce qu'on a remarqué au sortir de la première phase Covid où les magasins ont réouvert, c'est qu'on s'est retrouvé face au minimum, c'est-à-dire que je mets du gel, j'insiste pour que les gens mettent des masques, et puis on fait comme on avait fait avant et ça va fonctionner. En fait, ça a fonctionné la première semaine parce que les gens avaient envie, il y avait des éléments qui leur manquaient pendant la crise. Mais après, on a senti un peu de nouveau une baisse au niveau de la fréquentation des points de vente, parce que ça, c'est un autre cheval de bataille. Peut-être juste avant d'aller plus loin, pour les gens qui ne connaissent pas bien l'activité, en dire un peu plus pour qu'on se représente dans le contexte. Altavia Act est une agence de communication spécialisée dans le retail, qui a différents axes, et notamment, on passe du print management, donc gestion d'impression, on fait du packaging, mais on a également tout un volet digital, avec une équipe digitale dédiée au sein de l'agence. Et donc, on propose des solutions à nos clients qui vont de la gestion d'impression jusqu'à la livraison de sites internet ou de campagnes digitales.
Et donc, pour revenir à la problématique auquel on était confrontés, c'est qu'on s'est dit, tiens, on a des clients qui ont quand même un problème à ce niveau-là. Donc, le premier élément, c'est d'abord aller vérifier sur le terrain, donc faire un store check, se dire, tiens, comment est-ce que les gens interagissent. Deuxième élément, ça a été discuté avec certains managers de shop pour voir comment ça se passe sur le terrain. Et troisième élément, ça a été de se dire, il faut redessiner un parcours client qui tient compte de cette période Covid, et notamment pour un de nos clients qui est dans le télécom, et qui avait au sein de ces points de vente un parcours où les gens devaient toucher les écrans, ce qui est totalement impossible aujourd'hui. Et donc l'idée a été de redéployer un nouveau parcours client tenant compte de cette problématique-là, en réfléchissant à différentes possibilités. Et donc on a, pour ce faire, on s'est mis à plusieurs autour de la table, avec le client aussi, pour réfléchir à des possibilités, et on a redessiné un parcours client qui est maintenant effectif depuis le mois d'août. Vous avez su rebondir face à la difficulté. Voilà. Mais quand on a préparé le débat ensemble, vous m'aviez expliqué qu'en fait l'innovation chez vous c'était dans les gènes, en tout cas dans l'ADN de l'équipe et de tous les membres de l'entreprise, puisqu'apparemment ça fait maintenant une dizaine d'années qu'en termes de management, vous avez opté pour quelque chose qui était précurseur à l'époque et qui pouvait être vu comme de l'innovation. Est-ce que vous pourriez nous expliquer? Oui, donc il y a une dizaine d'années, j'ai décidé de lancer un processus d'intelligence collective dans l'agence. À l'époque, personne ne parlait encore d'entreprise libérée, de bonheur au travail, etc. Mais moi, je suis partie d'un constat, c'est que si on veut que nos collaborateurs restent, il faut... mon constat, c'était qu'est-ce qui fait qu'ils auront envie encore de passer la porte dans 5 ans, qu'est-ce qui fait que ce sera du plaisir pour eux, et donc il fallait redéployer autre chose. L'intelligence collective, elle fait appel à 2 éléments principalement: l'autonomie, donc mettre les gens en autonomie, prendre son cerveau avec, c'est mieux, et de la co-responsabilité, parce que mon job a des conséquences sur le job de mon collègue, et donc comment est-ce qu'on peut interagir ensemble et casser en fait les silos. Nous ne travaillons pas en silo au sein de l'agence, on travaille de manière transverse. Donc j'ai un projet qui peut rentrer dans un département et qui peut susciter une idée dans un autre département, parce qu'on se met à plusieurs à réfléchir au sujet. Et ça a apporté évidemment beaucoup de choses, puisqu'à l'époque, quand j'ai lancé ce processus, j'avais une dizaine de collaborateurs, on est aujourd'hui 80, donc ça a permis d'apporter de la croissance aussi au niveau de l'entreprise, parce que chacun peut venir à tout moment avec une bonne idée. Tiens, j'ai réfléchi à ça, je me suis aperçu que là, le processus, on pourrait changer, on gagnerait un peu de temps. Vas-y, quoi. C'est toi qui as la manœuvre. Moi, je suis derrière. Je dis toujours, on est dans un grand bateau, s'il y a un trou dans la coque, d'abord, vous savez où est le trou, et deuxièmement, c'est vous les experts. Moi, je suis juste en train d'essayer, entre guillemets, de naviguer au mieux. Mais c'est vous qui savez comment on peut le faire. Donc vous allez chercher Monique et Marcel pour participer au processus d'innovation. Je les ai mis en valeur aussi. Et j'ai aussi un sceptique qui par moment nous énerve un peu, mais ça permet de faire avancer des choses de manière correcte. Belle illustration de la conférence de Fred Colontonio. Merci Madame Trinon. Merci. Je vais maintenant me tourner vers notre 3e intervenant, qui est Monsieur Dufresne. J'aimerais aborder avec vous un autre volet de l'innovation, qu'on a peut-être un peu moins abordé jusque maintenant, c'est le volet écologie, durable. Votre technologie innovante et green est maintenant connue et utilisée dans le monde entier. Est-ce que vous pouvez nous expliquer en quoi elle consiste et ce qu'est exactement cette innovation ? Oui, avec plaisir. Donc, l'innovation qu'on a apportée, elle est dans le traitement des déchets hospitaliers. Donc, c'est vraiment un marché extrêmement niche. Et l'entreprise est une entreprise familiale qui existe depuis 1947, qui a été créée par mon grand-père, pour la petite histoire, et qui était une toute petite boîte qui faisait de la sous-traitance mécanique. Et on s'est dit qu'on n'allait pas pouvoir, au fil des années, sans créer, sans chercher, sans avoir un groupe de recherche et développement, sans innover, pouvoir survivre. Et on est tombé sur une idée qui était de trouver une alternative dans le monde des déchets hospitaliers à ce qui se faisait pour traiter ces déchets qui sont des déchets dangereux, qui sont d'ailleurs reconnus comme étant un des déchets les plus dangereux au monde, parce qu'on en crée tous les jours des déchets hospitaliers partout dans le monde, et pas seulement dans les hôpitaux, aussi chez les vétérinaires, les dentistes, et même à la maison.
Et donc, les déchets, comment est-ce qu'ils étaient et sont encore parfois traités aujourd'hui? Ils sont soit jetés dans la nature, dans les pays les moins développés. Et donc là, évidemment, ça a des conséquences sanitaires terribles pour les populations. Soit ils sont brûlés, incinérés. Alors, on sait que l'incinération n'est pas une solution d'avenir, pas seulement pour les déchets hospitaliers. Et c'est d'ailleurs dans les 15 objectifs de développement durable des Nations Unies, c'est de sortir progressivement de l'incinération pour les déchets dangereux. Et l'autre type de traitement, c'est avec de la vapeur d'eau. Donc, on envoie de l'eau très chaude pour tuer les bactéries, les micro-organismes sur ce type de déchets, mais ça déplace le problème d'une certaine façon parce qu'on utilise beaucoup d'eau qui est une ressource rare et donc on rejette dans la nature une eau contaminée, donc il faut traiter. Donc nous on s'est dit mais est-ce qu'il n'y a pas moyen de tuer toutes ces bactéries d'une autre manière? Et donc en partenariat avec les universités, et là j'en profite pour saluer le rôle important que jouent les universités dans l'innovation, dans la recherche, dans le développement. Toutes les idées, elles viennent pas seulement des entreprises, mais aussi des jeunes qui sont sur les bancs d'école. Et donc, en partenariat avec les pôles universitaires, on a lancé l'idée éco-stérile. L'idée éco-stérile consiste à essayer de tuer toutes ces bactéries et micro-organismes sur les déchets hospitaliers à travers des micro-ondes. Donc en fait, le système est assez simple. On va broyer tous les déchets. C'est une machine, on est fabricant de machines. Donc aujourd'hui, broyer tous ces déchets sans aucun tri avant, parce qu'on ne peut pas trier ces déchets. On ne peut pas demander à un médecin de trier ce qu'il met à la poubelle après ou pendant une opération. On va donc les broyer pour réduire le volume, en faire une sorte de confetti, et on va les chauffer avec un micro-ondes. Ça fonctionne comme un micro-ondes à la maison. On va faire monter la température. On va tuer dès lors toutes les bactéries et micro-organismes présents sur le déchet. Et donc, ce qui va sortir de la machine va être un déchet assimilable à un déchet ménager, réduit de volume, méconnaissable. Et donc, il peut suivre la filière classique. Ça, c'était la première innovation qu'on a fait. Et donc, aujourd'hui, c'est un système écologique et unique dans le monde pour traiter les déchets hospitaliers. Et mieux encore, il y a 2 ans, parce qu'on veut toujours se réinventer, on veut toujours aller plus loin, on a développé une machine pour recycler les déchets qui vont sortir de notre technologie éco-stérile, parce que c'était une demande du marché, parce que si on fait la même technologie pendant 20, 30 ans, ben, encore une fois, c'est pas durable. En termes, il faut innover. Et donc là, on a sorti il y a 2 ans une technologie qui va permettre de récupérer toutes les matières valorisables. Il y a beaucoup de plastique dans le déchet hospitalier, notamment, pour leur donner une deuxième vie, et donc refaire, par exemple, des contenants pour les déchets hospitaliers. Enfin, il y a un tas d'applications. Voilà un peu ce qu'on fait dans l'ensemble. Comme quoi l'innovation est un processus qui s'inscrit dans la durée et qu'il ne faut jamais se reposer sur ses lauriers, comme on dit. Alors je vais être un brin provocatrice par rapport à des conclusions de rapports qu'on avait discuté aussi au niveau de l'Union Wallonne des entreprises, qui disaient qu'il y a plein de bonnes choses qui se passent en Wallonie, si je ne me trompe pas, mais que les PME wallonnes ont parfois du mal à s'approprier ces innovations, qu'il y a plein de belles choses qui sont créées et puis ça s'en va au-delà de nos frontières. Et je pense que dans votre cas, il y a un beau succès à l'étranger, donc je voulais vous poser la question, on est là aussi pour débattre. Qu'est-ce que vous en pensez de cette idée que les PME wallonnes ont parfois une certaine frilosité, il y a peut-être des raisons à cela, mais de s'approprier ces innovations? C'est vrai que dans notre cas, on a développé notre technologie par rapport aux normes françaises. La France a été notre premier marché. Et puis, on a fait le tour du monde. Aujourd'hui, on est dans près de 60 pays, mais pas en Belgique. Et donc, ça, c'est vrai que c'est un petit peu particulier. Et là, c'est lié à plusieurs raisons. On n'est pas ici pour faire un procès, mais c'est vrai qu'il y a des belles innovations qui se font en Belgique et qui ne sont pas nécessairement utilisées en Belgique. Et c'est le cas aussi notamment pour la société IBA qui est assez connue, qui est complètement à l'export aussi. Et donc je pense que peut-être là il y aurait une réflexion à avoir avec les pouvoirs politiques, avec les différentes organisations pour prioriser les technologies locales, surtout dans le domaine de l'environnement et de la santé, parce que effectivement dans notre cas on fait face à une réticence au changement. Et on l'a dit tout à l'heure, c'était justement une des quelque chose d'important que l'intervenant avant a mentionné.
voilà, moi j'aime bien une phrase qui dit ce n'est pas le plus fort ni le plus intelligent qui survit, c'est celui qui sait s'adapter au changement. Alors, c'est Charles Darwin qui a dit ça. Et le changement, ben justement, il passe par l'innovation. Il passe par réfléchir comment est-ce qu'on peut devenir meilleur, appliquer des meilleures pratiques. Et bon, voilà. Malheureusement, ici en Belgique, on reste sur des anciennes pratiques, comme j'ai mentionné tout à l'heure, en termes de traitement de déchets. Et nous, aujourd'hui, on a décidé de ne pas accepter ce sort et donc de parler avec le monde politique, avec les acteurs locaux pour ensemble trouver une solution où nous on deviendra acteurs en fait, pas seulement producteurs de machines, pour offrir donc une solution écologique pour la Belgique et pour la Wallonie. L'appel est lancé donc, s'il y en a d'autres qui nous regardent et qui se sentent parfois un peu délaissés ou non entendus, c'est aussi l'occasion de discuter avec d'autres entreprises, avec les autorités et services compétents. Et donc, lançons le débat à travers le chat aussi. N'hésitez pas à réagir. Je pense que peut-être certains vivent la même réalité et peuvent commenter. Merci, Monsieur Dufrane. Virginie Bertrubé, je m'adresse à vous. Quelles sont les clés de l'innovation d'un point de vue RH pour une entreprise, puisque vous représentez le groupe SD Works qui est actif en la matière? Voilà, donc comme on le disait tout à l'heure, effectivement, pour moi, l'innovation, c'est peu importe le secteur, peu importe la taille de l'entreprise. J'avais l'exemple aussi, on parle d'IBA, mais il y a l'exemple aussi de Stuve. Stuve, c'était des poêles à bois. On sait toujours un poêle à bois, mais de par le design, de par le fonctionnement, etc., ils ont su aussi se faire un nom et un nom même à l'international. Donc c'est vraiment important de se dire que c'est à tous les niveaux, mais clairement, ça vient aussi de la direction du management. Si on veut avoir une entreprise innovante, il faut aussi encadrer un nouveau type de management où on va faire fonctionner les personnes, comme on le disait, plus en participatif, prendre le leadership, aussi être à l'écoute de ce que les personnes dans l'entreprise vont avoir comme idée. Et tout ça, ça va passer aussi par un management qui doit être préparé à ce changement, qui doit pouvoir accompagner les collaborateurs dans ces changements, dans le fait d'acquérir de nouvelles compétences aussi, c'est important. Donc former le management, former les personnes aux nouvelles technologies, aux nouveaux outils, à la nouvelle manière de fonctionner est très important. Et ensuite, je dirais aussi, voilà, on doit garder les talents, attirer les talents. Et donc, on voit vraiment au niveau ressources humaines qu'il y a une demande de flexibilité, que ce soit flexibilité horaire, flexibilité dans la rémunération, flexibilité dans le lieu de travail aussi. Je sais que c'est pas toujours possible en fonction du poste, la flexibilité, le télétravail n'est pas possible dans tous les secteurs. Mais voilà, il y a différentes manières de répondre à ce souhait de flexibilité aussi des collaborateurs, de pouvoir aussi participer à des projets transversaux, comme on le disait tout à l'heure, de ne pas être mis dans une case et finalement de plus collaborer tous ensemble dans l'entreprise. Et alors, dans le télétravail, on oublie aussi qu'il y a tous les espaces de coworking, par exemple, pour une petite entreprise. Je pense qu'on l'a dit, innover, c'est tous ensemble, et c'est aussi parfois en allant travailler ailleurs, en rencontrant d'autres personnes en tant que dirigeant d'entreprise ou en tant que collaborateur dans une autre entreprise. Ça peut aussi générer des belles collaborations avec d'autres personnes, générer des idées, d'autres entreprises qui peuvent aider. On voit quand même un lien entre une corrélation, c'est ça le mot que je cherchais, entre aussi l'innovation et la digitalisation. On doit quand même aller vers l'amélioration du digital dans les entreprises. Ça passe aussi par la formation. Et donc, ça, c'est aussi un point important selon moi. Et alors, se connecter au-delà des frontières, vous le disiez aussi, et Monsieur de Wassège l'a mentionné également, il faut pouvoir aller au-delà de son marché, aussi se connecter avec d'autres pays et d'autres acteurs. On a pas mal d'acteurs en Wallonie qui peuvent aussi accompagner les entreprises. On est ici chez Engine, par exemple. Ils ont aussi un programme pour aider à digitaliser. Qu'est-ce que je peux digitaliser dans mon entreprise? Comment est-ce que je peux m'y prendre? On a toutes les formations liées à l'Union Wallonne des entreprises. Il y a également Digital Wallonia. Enfin, il faut aussi pouvoir se poser à des moments en tant qu'entrepreneur et de se dire, OK,
je suis pris vraiment, je suis né dans le guidon, mais je prends une pause de temps en temps aussi pour me dire vers qui je peux me tourner, quel organisme, et avoir du coaching d'acteurs clés en Wallonie qui peuvent aider. Et ça, c'est important. On pourrait dire que l'innovation passe par le partage et par Voilà. là, on pourrait dire qu'on devrait abattre les frontières, mais pas que internationales, aussi de l'entreprise, et que les gens puissent se rencontrer effectivement. Et je sais que ISDWorks, en tant qu'entreprise, innove également dans différents domaines, mais évidemment liés à son activité principale. Est-ce que vous pourriez nous en dire plus? Oui, tout à fait. Donc, c'est clair que l'innovation chez nous est déjà une des valeurs de l'entreprise. Donc, elle a toujours été très présente. Concrètement, au niveau interne, on favorise beaucoup plus encore qu'avant tout ce qui est mobilité interne. La formation également, de sensibiliser chacun qu'il est le maître de sa carrière, de son développement. On insiste vraiment auprès des personnes de pouvoir se former et pouvoir participer aussi à des projets transversaux où on va retrouver les 4-5 profils différents, de pouvoir se compléter, d'identifier aussi quel type de profil je suis. Et ça aussi, c'est aussi important de l'identifier dans les entreprises pour pouvoir mettre ensemble des gens qui peuvent collaborer avec chacun ses atouts. Donc ça, c'est important. On a aussi innové, par rapport à l'approche des secteurs. On a des spécialisations dans certains secteurs. Je vais prendre l'exemple de l'Horeca. On a pu aussi se rapprocher de certaines PME, start-up comme Horaire Online, aussi en collaboration avec ProTime, pour la mise en place d'outils spécialement dédiés, par exemple, au secteur Horeca. Et ça aussi, j'y crois beaucoup, c'est que les grandes entreprises peuvent aussi collaborer parfois avec les PME sur certains points. Il faut pouvoir se dire aussi à un moment, ça, moi, je serais peut-être moins rapide ou je n'ai pas l'idée, et de pouvoir aussi se mettre en commun sur certains services proposés avec des startups. Je pense que ça, c'est très important. Donc ça, nous l'avons fait également. Et puis, on approche aussi le marché différemment. Je pense que c'est aussi une forme d'innovation de se dire, OK, notre client, c'est l'entreprise, c'est l'entrepreneur, mais allons au-delà, on va vraiment vers le collaborateur. Remettons le collaborateur au centre. Dans nos innovations, on a aussi tout ce qui est digital assistant. Le digital assistant, c'est en fait une application qui va permettre au collaborateur de faire ses notes de frais, demander des congés, etc. Mais ça va beaucoup plus loin avec l'intégration future dans l'Outlook, avec le vocal, etc. Et l'idée, c'est de remettre aussi au centre le collaborateur et se dire l'expérience du collaborateur chez nos clients est importante, donc elle est aussi importante pour nous. Alors, au lieu d'offrir des services ou des produits qui vont être utilisés par l'entreprise, par les RH, c'est aussi de se dire leurs clients à eux, ce sont leurs collaborateurs. Voyons aussi qu'est-ce qu'on peut faire pour aider nos clients à avoir ce lien et fournir une expérience aux collaborateurs qui soit agréable. Donc ça, c'est aussi important. Donc l'innovation, c'est aussi changer de vision, changer de paradigme et replacer parfois, par exemple ici, le collaborateur au centre d'une stratégie d'entreprise. Merci pour cette intervention. Donc on va clôturer l'aspect débat entre nous et on va faire intervenir les différentes questions. Avant ça, je vais libérer Monsieur de Wassège car il nous a fait l'honneur et le plaisir d'être ici, mais je crois qu'il a autre chose après. L'agenda est chargé. Avec plaisir. Merci. Monsieur de Wassège. Donc, en attendant, je vais vous reposer une question que j'ai posée il y a quelques minutes. L'idée étant, vous l'avez compris, de comparer votre avis en début et en fin de débat. Donc, je vous repose la même question qui était, l'innovation passe-t-elle nécessairement par la technologie? Oui ou non? Donc, voilà, la même question. On verra si les avis ont évolué et si on a pu vous ouvrir l'esprit à d'autres perspectives. Alors, je vais inviter Fred Colantonio à nous rejoindre également, puisque les questions s'adressent à tout le monde. Petit siège vert par mesure de sécurité sanitaire. Merci.
Donc maintenant que nous sommes tous réunis, je reçois des questions. Vous pouvez toujours continuer à les poser s'il y avait une question de dernière minute. J'ai Xavier de Guélink qui nous demande comment se faire connaître quand on peut répondre aux problèmes de prototypage, industrialisation. Ah, question. Je vois Monsieur Dufresne qui réfléchit. Comment se faire connaître pour répondre aux problèmes de prototypage et d'industrialisation? Je pense que d'abord, il faut utiliser les outils dont on dispose en Wallonie notamment, que ce soit par rapport aux centres qui peuvent amener des chercheurs, prêter main forte sur des missions extrêmement ponctuelles. On y a fait appel quelquefois, des organismes, des universités qui viennent aider, des étudiants aussi, pour justement faire évoluer les produits, les prototypes et créer quelque chose de viable et commercialisable. Et puis une fois que le produit est commercialisable, vraiment ne pas hésiter à utiliser encore une fois, les outils merveilleux dont on dispose en Wallonie, à Bruxelles, en Flandre, qui sont l'AWEX notamment, qui a un réseau d'attachés partout dans le monde et vraiment une équipe qui fait un travail fantastique ici et qui aide vraiment les entreprises, les PME à se faire connaître et à avoir un réseau international qu'on ne peut pas avoir au départ de la Belgique, surtout au début, quand le produit est nouveau, innovant et prototype. Ouais. Fred Colantonio, de retour parmi nous, peut-être un avis sur la question? Le retour. Oui, à côté de ça, on a évidemment toutes les techniques dont Anne-Catherine pourrait parler aussi en tant qu'agence de communication et qui sont sur le travail de visibilité, de notoriété, de construction de marque, de création d'attrait par les réseaux sociaux et par tous ces canaux-là. Je pense que beaucoup de gens aujourd'hui ont du mal à donner de la voix et se concentrent trop peut-être sur la technique, le produit, et raffiner le processus, etc., etc. À un moment, il faut aller au front, quoi. Les aventuriers sont là pour ça. Et donc très tôt, on a vu des success stories, des gens qui ont commencé à parler d'un produit avant même qu'il sorte. Et ils ont créé de ce fait une espèce d'attractivité ou d'attention sur ce qui pouvait arriver. Donc je suis 100% d'accord sur la nécessité du réseau et d'avoir des relais de communication. Mais à côté de ça, notre rôle en tant que, j'allais presque dire, de porteur de projet ou de porteur de l'innovation, c'est aussi de pouvoir oser s'exposer, parce que si on ne le fait pas, d'autres vont le faire. Merci. J'ai une autre question qui vient de Cédric Franck, qui nous demande comment faire pour que les déchets de nourriture ne soient plus considérés comme dangereux pour servir au compostage. Question très pointue et précise. Il ne faut pas me regarder, ouais, pas d'idée. Je suppose qu'on s'adresse à la personne qui est dans le déchet. Nous, on est dans les déchets hospitaliers, donc ça, c'est vraiment une niche et une catégorie précise des déchets dangereux. Alors, les déchets de nourriture, à ma connaissance, ne sont pas des déchets dangereux. C'est des déchets qui sont considérés comme des déchets ménagers. Et donc, pour le compostage, on a tous chez nous, moi je l'espère, où on devrait avoir une poubelle à compost où on met nos déchets de nourriture, mais ils ne sont pas considérés comme des déchets dangereux en tant que tels, pour répondre à la question. Donc voilà. Ça répond de manière claire à la question. J'ai une autre question venant de Monsieur Egermont qui nous demande: est-ce que les idées d'innovation ou d'évolution ne devraient pas aussi venir de nos clients? Je m'adresse peut-être aux deux dames qu'on n'a pas encore interrogées. Oui, tout à fait. Moi, je pense que c'est un point aussi très important et c'est un point que j'avais pas aussi mentionné dans la dernière question. C'est de retourner aussi, d'être beaucoup plus à capter les besoins des clients. Par exemple, chez SD Works, on a de plus en plus fait, les Customer Arena, rassembler les clients, soit d'un certain secteur, soit avec telle ou telle problématique, et d'être vraiment à l'écoute, de se dire, OK, qu'est-ce qu'on attend, quelles sont les difficultés, etc. Et je pense que ça, c'est valable aussi dans tous les secteurs. C'est de retourner finalement à la source aussi, le collaborateur qui est en contact direct, bien pouvoir l'écouter, qui puisse vraiment bien communiquer, vers le haut, entre guillemets, sur, quelle est la nouvelle idée ou ce qu'on pourrait mettre en place, et d'être vraiment à l'écoute des clients qui peuvent être source finalement, tout simplement d'innovation aussi. Moi, je crois que c'est un vrai partenariat qu'on doit pouvoir créer avec ses clients. Et je pense qu'il y a un biais
actuellement qui commence à prendre de l'espace, c'est que on a une génération, la nouvelle génération est beaucoup plus dans le mail. Et donc, je dois à chaque fois les pousser en disant, mais allez discuter avec le client, appelez-le au lieu d'envoyer bêtement un mail. Parce que du coup, on crée un autre type de contact et donc on peut alors aller plus loin dans la discussion et pas s'arrêter simplement à la demande, mais creuser et essayer de comprendre quels sont les vrais besoins et comment est-ce qu'on peut y répondre. Et finalement, dans l'exemple que j'ai donné tout à l'heure, mais on a travaillé avec le client pour arriver à une solution. Tout à fait. Donc, on était peut-être à la source au départ, mais on a eu de l'écoute de l'autre côté et donc pour moi, c'est un tango et je trouve que ce qui manque souvent dans beaucoup d'entreprises, c'est revenir à la base. Le client est la base. Ouais. On doit se centrer sur les besoins de nos clients. Oui, je pourrais ajouter là-dessus que vraiment, trop souvent, je peux le voir à travers certains amis, collaborateurs ou autres, qu'on oublie finalement le client. Pas qu'on l'oublie, mais qu'on le considère comme acquis. Et donc, alors que c'est vraiment une pièce centrale, voire primordiale au développement, à l'innovation. Et d'une part, au niveau commercial, nos clients satisfaits, c'est nos meilleurs vendeurs. On peut engager l'équipe de vendeurs, ça sera jamais meilleur que le client. Et puis, en termes d'innovation, c'est d'aller à l'écoute du client qui utilise notre produit tous les jours et qui donc a un retour, des idées et donc permet justement de lancer des projets d'innovation. Il y a tellement une évolution rapide aussi que forcément les besoins de nos clients vont aussi évoluer. Ouais. On ne peut plus s'arrêter et se dire « Ok, j'ai trouvé la solution maintenant dont il a besoin. C'est bon. » Un nouveau processus continu. Ça va être tout le temps... ouais. J'ai une dernière question qui me parvient et qui me paraît être une bonne conclusion à cet échange, qui est quelle est la différence entre créativité et innovation? Question de Stéphanie Gowinko qui va arriver pour la conclusion. Donc je vois qu'elle a été très attentive et qu'elle prépare sa conclusion. Dites-moi. Oui, je pense qu'on peut commencer par Fred Colantonio. Oui, alors, il y a plusieurs écoles par rapport au sujet, mais globalement, si je caricature très fort, je suis désolé pour les créatifs purs qui nous regardent, mais on pourrait dire que la créativité, c'est générer des idées. C'est les trier pour n'en retenir que celles qu'on va considérer comme étant les premières exploitables, testables et autres. Et l'innovation on pourrait presque dire que c'est elle qui prend le relais pour tester les idées et puis les transmettre, si je reviens aux 3 temps que j'ai expliqué. Donc la créativité, alors moi j'adore cette phase-là, mais à un moment, on peut être créatif tant qu'on veut. Le génie dans le placard, il reste dans le placard. À un moment, on a surtout besoin de gens qui vont prendre le relais de ces premières idées pour c'est plutôt les chevaux qui vont tirer là où les bœufs qui vont tirer la charrue quoi. On a besoin de ça, des idées on peut en trouver au kilomètre maintenant. Et donc moi j'ai une affection particulière pour les gens qui innovent parce que c'est des staccanovistes quoi, c'est des bosseurs de fond. Là où la créativité demande aussi c'est une démarche beaucoup plus structurée que ce qu'on croit. Je voudrais pas faire penser le contraire, mais la créativité peut s'arrêter plus vite en termes d'exécution que ce que l'innovation demande. Pour autant, ça reste une configuration psychologique spécifique, donc c'est très 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 précieux d'avoir à la fois des créatifs et des innovateurs. Je me tourne vers les autres intervenants, un complément de réponse à ce qu'on vient d'entendre, un témoignage de terrain. Moi, ce que je dirais quand même en termes de... s'approprier, mettre en place, comme on dit, ne pas rester à l'idée, mettre en place l'innovation. Ce qui est important aussi, et là je rejoins le point du management, c'est le droit à l'erreur. Je pense que on ne pourra pas demander à l'entreprise, aux collaborateurs de se lancer, d'être innovant, d'échanger, etc. Il faut aussi accepter qu'à des moments, on puisse faire des essais, se tromper, se dire ok, on va recommencer autrement, etc. Et ça, dans notre culture, ça peut être aussi un des freins, c'est de se dire oui, mais après si ça marche pas, je vais peut-être rien dire. Et donc pour l'innovation, c'est aussi le droit à l'erreur. Okay. Et pour rejoindre ce que vous dites, effectivement, il y a le droit à l'erreur, mais une fois qu'on a donné cette possibilité aux collaborateurs de pouvoir s'exprimer, on peut pas faire marche arrière. Quand on donne la permission à quelqu'un, si systématiquement on dit mais non, mais ça c'était con, au bout de 2 fois, il s'arrête. Et donc, ça demande aussi de la part des managers et de la part des dirigeants une remise en question à leur niveau, parce qu'il faut accepter que tout le monde peut donner des idées et que c'est peut-être pas obligatoirement la note qui est la bonne. Voilà.
Très bien. Alors notre innovation du jour, qui est un live event, doit tenir compte d'un timing. Je vois qu'il nous reste nos 5 minutes avant la suite, qui sera évidemment le networking sous forme digitale, qui est aussi une innovation dans le cadre de cet événement. Donc il me reste à appeler... elle va nous attendre sur le côté, on va laisser partir les intervenants, mais Stéphanie Goenko, responsable Wallonie Xerius, qui va conclure ce bel événement. Je remercie les intervenants ici présents et je vous invite en toute prudence à rejoindre le public ici présent. Eh bien, merci à tous pour cet excellent moment. J'espère que vous en avez bien profité. Il me revient donc de conclure cette grosseur qu'on vient de passer ensemble. Ce que moi j'ai envie de retenir de ce moment, de ce très bon moment, c'est qu'innover, c'est un processus qui est permanent et qui nécessite un passage à l'action. Et donc, c'est dans ce contexte-là que je retiens notamment que c'est en chacun de nous, dans chaque rebelle qui se cache en nous, qu'il soit créatif, aventurier, ingénieux ou sceptique, qu'il revient d'exprimer ses idées et ensuite de les mettre en œuvre pour créer l'innovation. Alors, d'après le sondage, nous sommes tous d'accord sur le fait que innover, ça peut être technologique, mais ce n'est pas que ça. Et ce que vous nous avez exprimé aussi, c'est que le manque de moyens financiers pourrait être une raison qui freine à l'innovation. Et par rapport à ça, on a pu entendre des pistes de solutions, notamment à travers les pouvoirs publics, pour pallier donc à ce frein. J'espère que ça vous aura notamment ouvert l'esprit par rapport à ça. Le mot que j'ai, je pense, le plus entendu aujourd'hui à part innovation, c'est la collaboration. Innover sans collaborer n'est pas envisageable, que ce soit en interne, à l'aide de nos équipes, à l'aide des ressources dont on dispose, mais aussi en externe, aussi bien avec nos clients qu'avec nos fournisseurs et également avec nos pairs. Et en ce qui nous concerne, au nom de SD Works, ProTime, Xerius, mais aussi Live Stream for Biz, ça a été un grand moment de collaboration qui a fait naître ce bon moment. Et nous sommes heureux évidemment d'avoir pu vous proposer cette solution pour à présent vous orienter vers ce moment de networking. Pour ceux qui se sont inscrits, vous avez reçu un lien qui vous permet donc de participer, de rejoindre votre table. Je vous invite donc à le faire dès à présent en vous remerciant d'avoir partagé cette fin de matinée avec nous et je vous souhaite à tous une très bonne journée.